Bonjour. Beaucoup de parents m'ont demandé de parler des mesures de sécurité reliées au COVID dans les écoles et comment y réfléchir comme parents. Je m'appelle Annie Janvier, je suis néonatologiste, un médecin pour les bébés. Je suis aussi spécialiste en éthique, auteure et surtout la maman de 3 enfants qui ont eu ou ont encore des problèmes de santé. J'ai été capable de rassurer un bon nombre d'entre vous sur leur retour à l'école, malgré le coronavirus avec ma dernière vidéo. Puis l'idée, c'est pas de répondre oui, non, mais d'analyser les risques puis d'être capable d'y réfléchir comme parents dans notre situation familiale. Par contre, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes inquiets du retour à l'école, pas à cause de l'infection, mais par peur des mesures rigides prises pour l'éviter. Vous m'avez donné des exemples, vous avez raison d'être inquiet. Je vous donne mon opinion avec mon chapeau de médecin, d'éthicienne et de maman, et ça ne reflète pas nécessairement l'opinion des institutions avec lesquelles je suis affiliée. Il faut aussi rester humble parce qu'on ne connaît pas encore assez bien cette bête de COVID-19, puis on en apprend tous les jours. On s'adapte aussi en conséquence des risques qu'on apprend. Ce qu'on sait en mai 2020, c'est que la COVID-19 est généralement pas dangereuse pour la plupart des enfants. Puis les arguments évoqués pour le retour des enfants à l'école sont qu'avec le confinement universel pour tous, on abandonne les enfants les plus vulnérables, qui par exemple reçoivent leur petit déjeuner à l'école, ou ceux qui n'ont pas le filet de sécurité de l'école pour alerter la DPJ, ou d'autres qui ont besoin de socialisation, d'être en contact avec les autres pour leur santé psychologique ou mentale. C'est sûr, quand on entend ces arguments, ça fait du sens de vouloir que la vie scolaire reprenne, puis à un moment donné, elle va reprendre parce que le coronavirus va rester là un petit bout. Mais vous avez identifié une contradiction entre les raisons pour lesquelles la communauté scientifique recommande qu'on retourne les enfants à l'école, puis comment s'organise ce retour. D'un côté, on nous dit le virus est inoffensif pour les enfants, ils sont peu à risque. De l'autre, on impose des mesures sanitaires tellement strictes que ça donne l'impression que le virus est très dangereux. Vous avez accepté que j'utilise vos exemples, et pour préserver votre anonymat, j'ai changé vos noms, mais vous allez peut-être vous reconnaître. Mylène est la maman de 3 enfants. Elle habite un 4,5 avec sa famille de 5. Elle doit retourner au travail dans une épicerie comme travailleuse essentielle. Les enfants tournent en rond dans la maison. C'est plus gérable. Dans son CPE, on l'avertit qu'on ne pourra pas prendre son petit Nico dans les bras trop souvent pour le consoler, seulement pour ses besoins essentiels, puis encore là, en petits groupes, de manière organisée. Ils vont tout faire aussi pour minimiser les échanges entre les enfants. Les 2 enfants, les autres enfants de 5-6 ans, vont à la même école, puis on lui demande de pratiquer la distanciation sociale de 2 mètres à la maison pour qu'il s'habitue puis se pratique. Les règles sont compliquées. Mylène me demande ce qui est mieux pour ses enfants, rester dans un carré de 1,5 mètre à l'école ou dans un 4,5 chez elle. Sa mère pourrait garder. Ses enfants ne sont pas capables de respecter les consignes de 2 mètres dans sa maison. Elle ne pense pas qu'ils vont être capables de longer les murs, d'éviter d'aller dans le milieu du couloir, éviter de se rapprocher de leurs amis. Elle me demande si tout ça, ça ne va pas poquer ses enfants à long terme. Ils sont petits puis ils ne comprennent pas vraiment que c'est pas normal de faire ça. Elliot, lui, regarde la conférence de presse chaque jour à 13h. Il appelle ça le film du virus. Sa maman lui a expliqué toutes les règles du retour à l'école, puis lui pose toutes sortes de questions qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Maman, c'est-tu vrai qu'on est enfermé pour pas tuer les vieux? Ou si on est si dangereux que ça, pourquoi on retourne à l'école? Est-ce que je peux aussi tuer Max, mon ami, sans le faire exprès? Puis elle commence vraiment à réfléchir quand il lui dit « Maman, alors je recommence l'école, puis on continue le confinement, mais à l'école, hein? Puis sans câlin. » D'autres ont demandé à leurs parents s'ils pourraient jouer au ballon dans la cour, puis si oui, au combien de temps le ballon devait être désinfecté, puis avec quoi. Honnêtement, on se croirait dans le film de Monsters, Inc. Puis ça, c'est seulement des exemples d'enfants qui n'ont aucun problème de santé avec des parents qui n'ont aucun problème de santé à risque minimal pour leur famille s'ils attrapent le coronavirus. Les exemples difficiles à lire et à entendre viennent de parents d'enfants qui ont des vulnérabilités comportementales ou psychologiques. Chers parents, vous étiez si contents du retour à l'école. Le confinement était désastreux pour vos enfants, qui par exemple vivent avec le taux du spectre de l'autisme, l'hyperactivité, l'anxiété, la dépression. L'environnement scolaire était tellement important, encadrant, sécurisant dans leur vie. Vos commentaires m'ont fait monter les larmes aux yeux. Et je vais les lire. La maman d'Anaïs dit «
Je sais pas comment Anaïs, qui est hyperactive, va rester dans son cercle, qui sera dessiné autour de son bureau toute la journée, sauf pour l'hygiène, ou dans la cour 30 minutes sans se rapprocher des autres. Elle sera pas capable. C'est même écrit qu'ils vont éviter de toucher aux enfants, alors elle risque de se faire crier dessus toute la journée. L'amendement de Matt écrit « Matt ne mangera plus son lunch. Il n'y a plus de cafétéria. Les enfants ne seront pas nourris à l'école, ils vont devoir apporter un lunch froid et pas le partager. » Max mangeait seulement à la cafétéria, toujours assis entre les mêmes deux amis. C'est comme sa routine. Là, personne ne va l'encourager, puis il ne mangera pas plus qu'ici. Maman d'Océane dit « Quand Océane devient agitée, elle a besoin que sa maîtresse la prenne par les épaules, la regarde dans les yeux et lui demande de respirer, de compter. » Ça marche. Ça a pris des mois à trouver ce truc-là. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. Puis elle est encore plus anxieuse avec le virus. La maman de Lou écrit « Lou, mon charmant garçon, est trisomique. Je ne peux pas le renvoyer à l'école. Comme bien des enfants trisomiques, il est très affectueux. Il se rapproche des gens et leur parle de près. Il a besoin de ça. Il ne sera pas capable de rester dans son petit carré d'espace désigné. Il aura l'impression de se faire rejeter par son ancien homme qui aime tant et dont il s'ennuie. Il ne pourra pas non plus donner de câlin aux amis qui pleurent. C'est un automatisme pour lui. On veut lui désapprendre ça, il ne comprendra pas. Il ne peut pas comprendre ça. Ça va lui faire du tort. Est-ce que les pédiatres spécialistes en attachement, en développement des enfants ont été consultés avant que ces règles soient établies? À ma connaissance, non. Pour des raisons cognitives, sociales et comportementales, c'est pas raisonnable d'imposer des règles de distanciation sociale comme ça à des si jeunes enfants. Les règles proposées ne tiennent pas compte de la condition des enfants, de l'âge des enfants. On prescrit mur à mur les mêmes règles sans nuance. Les enfants, surtout les plus jeunes, ont besoin de contact humain, de jeu, du toucher, du partage, de découvrir les autres. Ces expériences-là font partie de leur éducation, leur rapport au monde, leur rapport aux autres, le contrôle de leur corps. Puis aussi une base biologique à tout ça. Certaines hormones sont essentielles pour notre bon fonctionnement, mais aussi pour un bon développement du cerveau pour les enfants. Par exemple, les endorphines, l'oxytocine, des hormones qui diminuent notre stress, augmentent notre bien-être. On en a besoin. C'est comme le oomph de dope qu'on a quand on sent le dessus de la tête de nos enfants ou quand on fait une marche au grand air. Les cours d'éducation physique et de musique, deux disciplines importantes pour diminuer ces stress. Et monter les endorphines sont éliminés. Le contact physique est proscrit. Ça doit être vraiment difficile de faire ces règles, par exemple. Je suis certaine que ceux qui les font, ils ne se rendent pas compte qu'ils abandonnent en fait toute la jeune enfance. Les règles de retour à l'école pourraient être faites de manière empirique en se basant sur la science et sur l'avis des experts de la santé des enfants et de leur développement. Donc là, je fais quoi comme parent? Je pense qu'il faut réfléchir encore et faire une analyse des risques, en sachant qu'il y a bien de l'incertitude là-dedans. Certains enfants vont être plus fonctionnels que d'autres avec ces nouvelles règles-là. Elles vont aussi peut-être changer quand on va s'adapter puis si on implique les spécialistes des enfants. Sachez, parents, que c'est pas dangereux si votre enfant ne reste pas dans son territoire dessiné autour de son bureau. S'il marche dans le milieu du couloir, ou s'il touche ou console un autre enfant, ou s'il mange un raisin sec ou lui prend son efface. Si vous êtes le parent d'un enfant qui s'est détérioré à cause du confinement, informez-vous des règles, puis pensez aux risques, puis pensez à comment ça risque de l'affecter. Est-ce que ça a l'air pire pour lui de continuer le confinement ou pas? Puis comme j'ai dit dans mon premier vidéo, quand on a une famille, on regarde tous les risques. Il y a les risques pour l'enfant, pour les parents, mais pour l'unité familiale. Puis là, il y a 4 risques. Le risque d'attraper la COVID. Par exemple, les travailleurs essentiels sont plus à risque. Le risque pour notre santé, si on l'a, il y en a qui sont plus à risque. Le risque du confinement prolongé, mais aussi le risque des règles rigides à l'école et de comment ça va affecter les enfants. J'ai 3 enfants, ils ne sont plus d'âge scolaire. Il y en a une qui aurait passé là-dedans sans problème. L'autre, ça aurait été terrible. Puis l'autre, je ne sais pas. J'aurais essayé. Mais comme j'ai dit dans mon autre vidéo, les médecins sont les experts de la santé de vos enfants. Ils peuvent vous aider à analyser ces risques. Mais vous, n'oubliez pas, vous êtes l'expert et les experts de vos enfants. Souvenez-vous de ça. Puis souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous pensez. Avec toute mon admiration dans vos décisions.